Bonjour à tous, je suis extrêmement ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de cette thématique. Alors je remercie le professeur Madani parce qu'il a très bien illustré la problématique de la résistance des bactéries aux antibiotiques dans notre contexte, une expansion inquiétante de la résistance des bactéries qu'on vit actuellement et face à laquelle malheureusement on est très limité. Alors, face à cette problématique, vous savez que ces dernières années, on vit une évolution des techniques microbiologiques avec cette tendance vers l'utilisation, le développement de plus en plus de tests de diagnostic rapide qui pourraient éventuellement nous aider à une meilleure optimisation de l'antibiothérapie. Alors, dans ce sens-là, justement, les tests moléculaires syndromiques, depuis ces dernières années, se sont positionnés comme des outils incontournables dans la prise en charge globale de nos patients infectés. La question principale qui se pose quand on commence à utiliser ces tests moléculaires syndromiques, c'est la rentabilité clinique de ces tests. C'est-à-dire qu'il faut que le résultat qu'on va obtenir, il faut qu'il ait un impact sur la prise en charge thérapeutique de nos patients, soit que le résultat qui soit négatif ou positif doit nous permettre soit d'arrêter une antibiothérapie inutile, soit d'arrêter un traitement antiviral inutile, soit de démarrer une antibiothérapie ciblée, de faire une escalade, de faire une désescalade thérapeutique. Donc ça devrait avoir un impact sur la prise en charge thérapeutique de nos patients. Et donc, pour une meilleure utilisation, pour une utilisation efficace de ces tests moléculaires syndromiques, il faut mettre en place des stratégies d'utilisation et d'interprétation des résultats obtenus. Il faut connaître les agents pathogènes recherchés, les cibles recherchées pour chaque panel, et il faut également connaître les limites de ces techniques pour bien interpréter les résultats, pour que les résultats puissent avoir un impact sur nos patients. Alors, ça a été très bien illustré par le professeur Madani quand il a parlé de l'intérêt de démarrer d'emblée une antibiothérapie précoce et adaptée et l'impact que ça pourrait avoir sur la mortalité des patients. Alors, comment le diagnostic microbiologique pourrait aider justement à une meilleure optimisation de l'antibiothérapie, voire à un bon usage des antibiotiques. Alors, vous savez très bien que quand on est devant un patient suspect d'une infection, on fait les prélèvements microbiologiques et on démarre d'emblée en fonction des situations cliniques une antibiothérapie probabiliste. Alors, c'est une antibiothérapie probabiliste qui se doit d'être précoce et adaptée. C'est un pari microbiologique selon la nature de l'agent pathogène, selon le contexte clinique, épidémiologique, écologique, etc. Mais c'est une antibiothérapie qui se doit d'être rapide et adaptée parce que c'est un facteur pronostic d'une bonne évolution clinique, comme ça a été démontré avec les différentes études citées avant. Et donc, quand on reçoit les premiers résultats microbiologiques, le clinicien il a envie de les recevoir rapidement. Pourquoi? Parce qu'il a envie déjà d'être rassuré par rapport à l'antibiothérapie probabiliste qui vient de démarrer, donc de l'orienter rapidement si besoin, et puis d'ajuster l'antibiothérapie par la suite si elle n'est pas adaptée au profil du germe impliqué dans cette infection. Sachant que quand on parle des techniques microbiologiques standards, généralement ça impose un délai minimal de 48 heures pour avoir un antibiogramme complet, et c'est un délai qui reste pas très bien compatible pour une meilleure optimisation rapide de l'antibiothérapie, notamment chez les patients graves ou les patients de réanimation. Et donc, dans ce sens-là, justement, les tests moléculaires syndromiques se sont positionnés pour apporter un diagnostic rapide, justement pour essayer d'aider un petit peu nos cliniciens à prendre en charge rapidement les malades d'une façon adaptée. Alors, je rappelle brièvement que quand on parle de diagnostic par approche syndromique, c'est qu'on part d'une seule entité clinique avec plusieurs étiologies infectieuses probables, virus, bactéries, parasites, champignons, et qu'on va travailler sur un simple prélèvement, qu'on va rechercher plusieurs agents pathogènes et donc on a une mixité microbiologique de cibles, qu'on a généralement les syndromes infectieux les plus problématiques allant de l'infection respiratoire au sepsis, à l'infection digestive, etc., à la méningite. Et puis que dans certains panels, on peut avoir une quantification des agents, une semi-quantification des agents pathogènes qui pourrait aider éventuellement pour l'interprétation. On peut également avoir la détection de certains gènes de résistance qui pourraient nous aider rapidement à redresser le traitement si besoin. Et puis, bien évidemment, le diagnostic, il est rapide. Et c'est ça l'atout majeur. Dans un contexte de sévérité, dans un contexte de réanimation, on a besoin d'un diagnostic rapide. Alors, bien évidemment, ce diagnostic, il se justifie
à chaque fois que nous avons le pronostic vital et fonctionnel qui est très dépendant de la précocité d'instaurer un traitement adapté. Donc des situations vraiment où on a besoin de donner à nos patients un traitement rapide, adapté. Ça se justifie à chaque fois parce que souvent le prélèvement il est de faible quantité. Et donc pouvoir rechercher plusieurs agents pathogènes sur un faible volume est un atout qui est majeur. Qui dit rapidité de réponse dit bénéfice significatif pour le patient. Et puis, ça se justifie également à chaque fois que la symptomatologie clinique ne permet pas de faire le point entre l'étiologie virale, bactérienne ou fongique. C'est le cas des infections du système nerveux central, c'est le cas parfois des infections respiratoires, c'est le cas dans le sepsis également, on ne sait pas quelle est l'étiologie impliquée et donc on a besoin d'un test qui va nous permettre de ratisser dès la prise en charge initiale du patient, de ratisser toutes les étiologies pour pallier à ce manque de précision du diagnostic clinique. Alors, il est également important de savoir que le prélèvement est une étape critique dans ce test, dans ce diagnostic moléculaire syndromique. Et ce prélèvement, il doit être adapté à l'agent pathogène recherché. Ça veut dire que quand je suis par exemple devant une infection des voies respiratoires supérieures, un prélèvement nasopharyngé, un écouvinage nasopharyngé ou une aspiration nasopharyngée est largement suffisant. Il suffit, on sait que les virus sont des parasites intracellulaires, il faut que notre prélèvement soit riche en cellules de l'arbre respiratoire. Si on est face à une infection des voies respiratoires basses, il faut avoir des sécrétions respiratoires profondes. Donc il est très important de comprendre qu'un prélèvement de mauvaise qualité risque de ne faire interpréter un résultat négatif comme absence d'infection. Et ce n'est pas le but de l'utilisation de ces tests syndromiques. Alors, il est aussi important de savoir que c'est vrai que ce sont des tests qui sont faciles à techniquer, mais ça reste des tests moléculaires. C'est des tests qui peuvent générer des impliquants sur les prélèvements respiratoires. Et donc, ces prélèvements, qui sont potentiellement infectieux, doivent être manipulés sous hôte, sous porte de sécurité microbiologique pour protéger le personnel et pour protéger l'environnement. Bien sûr, avec un circuit d'élimination des déchets bien codifié. Alors, les trousses qui sont actuellement disponibles sur le marché, ils ont des performances analytiques comparables. Il est important également de clarifier la cotation de ces tests moléculaires pour qu'on puisse les utiliser à l'aise et facilement dans la prise en charge globale de nos patients. Alors, par rapport à l'interprétation des résultats, il est très important de savoir qu'il y a des limites qu'il faut connaître, que ce sont des tests syndromiques moléculaires qui recherchent les agents pathogènes inclus dans chaque panel. C'est une recherche ciblée, c'est une recherche qui n'est pas aléatoire. Ces tests moléculaires n'apportent aucune preuve sur la viabilité de l'agent pathogène, aucune preuve sur le caractère infectieux, sur le caractère réplicatif de l'agent pathogène. C'est des tests qualitatifs. C'est-à-dire qu'il faut interpréter avec prudence les résultats obtenus quand il y a plusieurs agents pathogènes qui sont recherchés. C'est des tests il ne s'agit pas d'une quantification. Donc on ne peut pas les utiliser pour suivre la charge infectieuse ou pour suivre l'efficacité thérapeutique. Alors, le premier exemple qu'on va voir pour illustrer justement les limites d'interprétation et les avantages aussi des tests moléculaires, c'est l'infection du système nerveux central. Donc, on sait très bien que ce genre d'infection nous pose énormément de problèmes du diagnostic étiologique. La clinique, la bactériologie standard, les données de l'imagerie sont souvent insuffisants pour poser un diagnostic rapide et que dans cette indication, les outils moléculaires syndromiques se sont très bien positionnés parce qu'on a besoin d'un diagnostic rapide. Donc, il y a 7 virus qui sont recherchés, 6 bactéries, un agent fongique sur un faible volume de LCR de 100 microlitres. Alors, les avantages de l'utilisation de ces tests-là dans les infections du système nerveux central sont indiscutables parce que ça nous permet de poser un diagnostic rapide, identifier rapidement l'agent pathogène dans un délai de temps qui est très court. Ça nous a permis de confirmer rapidement les étiologies virales des méningites et des méningoencéphalites, donc confirmer l'étiologie virale rapidement, arrêter l'antibiothérapie en cours, démarrer un traitement antiviral ciblé, et ça, c'est très important. Et puis, ça nous a permis, vous savez très bien, quand on reçoit les malades aux urgences, souvent, ils ont déjà démarré une antibiothérapie. Et on est souvent devant des contextes d'infection décapités. Et donc, pouvoir récupérer toutes les méningites et méningoencéphalites bactériennes décapitées, c'est un élément qui est très important. Ça nous permet de confirmer le diagnostic et ça permet également d'arrêter un traitement antiviral ou un traitement antifongique qui a été démarré. Alors, à côté de ces avantages, il est très important là aussi
de connaître les limites pour pouvoir interpréter correctement ces tests-là. Alors, il faut savoir qu'une PCR négative n'élimine pas une infection évolutive. Elle n'élimine pas une méningite. Pourquoi? Parce qu'il peut s'agir tout simplement d'un agent pathogène qui n'est pas inclus dans le panel, qui n'est pas recherché dans le panel. On est un pays endémique de la tuberculose, il y a le complexe tuberculosis, il y a le virus ourlien qui n'est pas inclus dans le panel, il y a toutes les autres bactéries dans un contexte communautaire qui peuvent être responsables des méningites. On a bel et bien eu des méningites à Staph aureus, des méningites à salmonelle, des méningites à pseudo dans un contexte communautaire chez des patients fragiles qui présentent un terrain particulier. Et donc, une PCR négative n'élimine pas le diagnostic d'une méningite. Alors, ce test également n'est pas adapté au contexte nosocomial. C'est-à-dire, quand vous avez votre patient avec une suspicion d'une méningite nosocomiale, ce n'est pas le test qu'il faut. Ce n'est pas ce test qu'il faut faire. Et donc, dans ce cas-là, la culture, elle a toute sa place en complémentarité avec ces tests moléculaires pour récupérer éventuellement tout ce qui n'a pas été détecté par la PCR, qui pourrait éventuellement pousser sur la culture. Alors, il y a également un élément très important qu'il faut signaler quand on reçoit les résultats de ces tests dans le cadre de l'infection du système nerveux central, c'est que c'est des tests qui ne permettent pas de faire la part entre la forme latente et la forme active des herpès viridés. Quand je dis herpès viridés, ça peut s'agir de l'HHV6, du CMV, du varicella zoster virus. Donc, on ne peut pas savoir si vraiment ces virus-là sont présents à l'état latent ou à l'état actif. Et donc, il faut un contexte clinique, il faut toujours contextualiser par rapport aux patients. Alors, rapidement, pour illustrer et les avantages et les limites de ces tests dans le cadre des infections du système nerveux central. Donc, votre patient, il a 50 ans, il trouve de la cancer, c'est des choses classiques qu'on a et qui illustrent l'importance d'avoir un diagnostic rapide. Trouble de la conscience fébrile, bilan infectieux positif, LCR hématique avec une hyperalbuminorachie. On a démarré les C3G à dose méningée avec la cyclovirgenta. Classiquement, c'est ce qui se fait, parce que quand on n'a aucune orientation étiologique, on démarre les C3G à dose méningée, on démarre la cyclovir et on attend la PCR pour trancher. Et la PCR, elle retrouve un pneumocoque. Et donc là, le fait de pouvoir rapidement poser ce diagnostic rapide, j'arrête la cyclovir et je maintiens l'antibiothérapie à dose méningée. Un autre exemple également pareil, trouble de la conscience fébrile avec bien évidemment une cytologie à 22 éléments, une hyperalbuminorachie. On démarre les C3G, la cyclovir, l'agenda, la PCR, elle revient positive, herpès simplex virus 1, et là, bien évidemment, j'arrête l'antibiothérapie et je continue par le traitement antiviral, la cyclovir. Il est très important de savoir qu'il faut réfléchir en globalité quand on prend en charge un patient. Le fait de poursuivre d'une façon inappropriée une antibiothérapie, ça induit une pression de sélection, ça augmente la pression de sélection des mutants résistants qui est inutile. Ça augmente le risque d'infection à germes multirésistants, professeur Madini l'a bien illustré. Et donc, qui dit infection à germes multirésistants dit surmortalité, du surcoût également sur les systèmes de soins. Donc, il est très important de réfléchir au fait que si je n'ai pas besoin de l'antibiothérapie, il ne faut pas que je la garde. Un autre exemple également, cette fois-ci, le patient il a 23 ans, céphalée, nécrose rétinienne suspecte. Le clinicien, il te dit, je ne sais pas, CMV, herpès. Bilan infectieux négatif, cytologie normale, chimie normale, le clinicien ne traite pas. Il attend, il dit, moi je ne traite pas, je ne sais pas quel traitement antiviral je démarre, et donc je ne traite pas, faites-moi la PCR tout de suite, j'ai besoin de trancher. Et là, éventuellement, la PCR elle revient positive au cytomégalovirus, c'était une nécrose rétinienne en rapport avec le CMV, et le ganciclovir a été démarré. Alors, par rapport à ces avantages, il est très important aussi de comprendre qu'il y a des limites d'interprétation à laquelle il faut faire attention et qu'il faut prendre aussi en considération. Là vous avez, alors là, c'est toujours dans les avantages, c'est un patient diabétique qui a beaucoup traîné, qui est parachuté aux réanimations pour troubles de la conscience fébrile. Il était déjà sous C3G à dose méningée et la vancomycine. Le réanimateur, quand il le reçoit, il rajoute la cyclovir, le patient, il n'est pas en état, il s'aggrave. Il fait la PL, on est à 560 avec une formule panachée, on a une hypoglycorachie, une hyperalbuminorachie, et il demande la PCR tout de suite, et on se retrouve avec l'hystéria monocytogénèse, amoxicilline ginta, mais c'était trop tard pour le patient parce qu'il a beaucoup traîné, c'est un patient diabétique, et il est décédé. Donc vous montrez l'importance des fois de poser rapidement un diagnostic. Alors, à côté de ces avantages, il y a aussi des limites qu'il faut connaître. Vous avez un patient de 17 ans, suspicion de méningococcémie avec purpura fulminans.
Bilan infectieux positif, TP bas, thrombopénie profonde, la PL non faite vu l'état clinique du patient. On démarre bien évidemment les C3G à dose mélangée. La PCR a été faite sur les bulles hémorragiques. Elle revient positive à méningocoque, cytomégalovirus, HHV6. Donc bien évidemment, c'est pas possible, c'est des herpès viridés, donc je pense toujours à la possibilité du noyau intégré et des faux positifs. Et donc je retiens bien évidemment le contexte clinique, c'est une méningite à un méningocoque, je maintiens mon antibiothérapie et je continue donc le traitement antibiotique. Alors là aussi, un petit de 2 mois, suivi pour rhinopharyngite des lésions cutanées, syndrome méningé fébrile, bilan infectieux positif, leucocyte à 2400, hypoglycórachie, hyperalbuminorachie, on traite par les C3G à dose méningée, la PCR, elle revient positive, streptoagalaxiée, cytomégalovirus, varicella-zonavirus. Pour insister sur le fait qu'il faut faire très attention, ce n'est pas un résultat qui est obtenu, on va le transmettre tel qu'il est au clinicien. Il y a une communication qui doit être instaurée avec le clinicien pour interpréter le résultat. Bien évidemment, c'est une méningite à strepto B. Le bébé a reçu donc les C3G à dose méningée, il a très bien évolué. Alors, un autre cas, 39 ans, infection rétrovirale, hémiparésie, trouble de la mémoire. Donc souvent, donc là, le clinicien, il traite comme toxoplasmose cérébrale, il a une hypodensité non concluante sur le scanner, des leucocytes à 17, lymphocytaire, chimie normale, la PCR, elle revient positive, CMV et l'herpès simplex virus 2. Donc on a les 2 herpès viridés. Alors là, par rapport à cette situation, la communication avec l'unique clinicien, l'interrogatoire, l'examen clinique a permis de trouver un herpès génital chez la patiente. Et donc, on a décidé de continuer, donc de traiter avec la cyclovir, avec une très bonne, de considérer l'herpès simplex 2, de traiter avec la cyclovir, et la patiente a bien évolué sous sa cyclovir. Alors là, également une limite importante par rapport à quand on trouve une PCR négative. C'était un enfant de 1 mois qui était déjà hospitalisé pour choc septique à Serratia marcescens. 20 jours après, il s'aggrave, il revient, la PL est à 2080. On traite bien évidemment, on prend en considération les facteurs de risque et on traite d'emblée par le méropenem amikacine. La PCR, elle revient positive au cytomégalovirus. Et là, bien évidemment, on se pose la question, ce n'est pas du tout le contexte, et vu la clinique et vu la biologie. Et donc, on maintient l'antibiothérapie et la culture, elle revient positive à Serratia marcescens. Donc, il a fait une bactérie nosocomiale qui s'est compliquée par une méningite par la suite, et donc on traite par méropenem, mais on ne prend pas en considération le cytomégalovirus. Alors, le dernier cas qui illustre cette problématique par rapport aussi à l'utilisation de ces tests dans l'infection du système nerveux central, c'est un patient de 35 ans, syndrome méningé évoluant depuis 8 jours, et il a reçu des antibiotiques. Scanner normal, 180 leucocytes à la PL, prédominance lymphocytaire, chimie normale du LCR. Les cliniciens démarrent le C3G à dose méningée. La PCR, elle revient négative. Et là, on s'est dit tout à l'heure qu'une PCR négative n'élimine pas le diagnostic du méningite, qu'il faut prendre en considération aussi les agents pathogènes qui ne sont pas inclus dans le panel. Bien évidemment, l'antibiothérapie, elle a été maintenue, mais la culture était stérile, mais le gène expert est revenu positif dans le LCR et la culture s'est positivée à J14 au complexe tuberculosis. Donc, on était dans un contexte d'une méningite tuberculose. Donc, pour souligner l'importance de la corrélation avec la clinique et l'importance de la communication entre le clinicien et le biologiste. C'est des tests qu'on ne peut pas interpréter tout seul. On est bien d'accord. Ils ont des avantages, mais on ne peut pas prendre le résultat et l'interpréter tout seul. On a besoin de les interpréter avec le contexte clinique, donc en communiquant avec le clinicien. Alors, une autre indication également de cette syndromique, c'est les infections respiratoires sévères. Donc, c'est un test également très intéressant qui se fait sur un couvionnage nasopharyngé qui permet de rechercher un certain nombre de virus respiratoires et des bactéries atypiques. Bien évidemment, les indications de ces tests, les indications de ces tests doivent être réservées à la sévérité. Il faut qu'on soit face à des infections respiratoires sévères, donc une sévérité qui justifie l'utilisation de ces tests respiratoires, des pneumonies graves, ou alors quand on est devant une difficulté diagnostique et on a besoin de trancher. Alors,
Ça rend énormément du service quand on est face à un patient qui se ramène aux urgences dans une détresse respiratoire. On ne sait pas ce qu'il a, on a besoin de faire la part entre un Covid, une grippe A ou une bactérie atypique, etc. Et donc ça permet rapidement de poser le diagnostic. C'est des tests qui sont qualitatifs. Comme j'ai dit, il faut interpréter avec prudence quand on a plusieurs agents pathogènes, plusieurs virus qui sont détectés. Il est très important de comprendre que le pouvoir pathogène des virus, il est très différent. Certains virus, ils ont une pathogénicité qui est très bien caractéristique. Quand on parle de la grippe, le SARS-CoV-2, le VRS, le métapneumovirus, le para-influenzé, d'autres, leur présence doit être interprétée en fonction de la clinique, en corrélant ça avec le contexte clinique. Co-infection et gravité, ça a été très bien démontré par plusieurs études, qu'effectivement, dans des cas de co-infection, l'infection, elle est grave, donc c'est possible. Rhinovirus et le fameux rhinovirus, il faut savoir que d'après la surveillance épidémiologique instaurée, c'est le premier virus impliqué dans les infections respiratoires aiguës sévères chez l'enfant et chez l'adulte. Et beaucoup d'études également l'ont rapporté. Alors, une troisième indication également intéressante de ce panel, c'est son utilisation dans les pneumopathies aiguës communautaires graves chez les patients intubés, ventilés en réanimation. C'est un panel pneumonie, qu'on appelle le panel pneumonie, qui est différent du premier panel. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre justement, en plus des virus qu'on recherche sur le panel, sur les infections des voies respiratoires hautes, nous avons un certain nombre de bactéries et nous avons également des gènes de résistance qu'on peut détecter directement sur le prélèvement. Et ça, c'est un avantage également très intéressant. Alors, quelles sont les bactéries qui sont recherchées? Donc, il y a les fameuses bactéries gentilles de la colonisation, mais qui sont également potentiellement pathogènes, comme le pneumocoque, le streptocoque pyogène, Agalaxiae, le Staph aureus, l'Haemophilus et Moraxella catarrhalis. On a un certain nombre d'entérobactéries, notamment les Escherichia coli, 2 espèces de Klebsiella, 2 espèces d'entérobactères et la fameuse Serratia marcescens. Il y a le Pseudomonas aeruginosa et nous avons la Cinetobacter baumannii. Et bien évidemment, il y a des gènes de résistance également. Il est important de comprendre que c'est un test qui permet de donner un résultat avec semi-quantitatif pour les bactéries recherchées. C'est-à-dire qu'on va avoir d'une façon semi-quantitative le nombre d'acides nucléiques par millilitre. Donc ça permet éventuellement d'aider quand on a un résultat avec plusieurs agents pathogènes. Ça permet éventuellement de dire celui-là il est plus présent par rapport à l'autre. Alors il est important de savoir aussi, quand on interprète les résultats de ces tests-là, que le fait de détecter ces agents pathogènes, ça peut correspondre tout simplement à notre flore respiratoire colonisante ou normale. Donc ça ne veut pas dire à 100% que ce sont des bactéries pathogènes. Ce sont des bactéries colonisantes, mais potentiellement aussi pathogènes. Tout dépendra du contexte clinique. Et puis également un élément important, il n'y a pas une corrélation entre le nombre de copies d'acide nucléique par ml et le nombre d'unités formant colonie sur la culture. Et donc, il n'y a pas vraiment une grande concordance, une corrélation parfaite entre les deux. Et donc, une corrélation clinique, elle est conseillée pour déterminer justement l'importance de ces résultats qu'on a obtenus et pour aider le clinicien à décider sur le plan thérapeutique. C'est parmi les panels les plus difficiles à interpréter. Alors, parallèlement à ça, un des avantages également, c'est qu'on va détecter les gènes de résistance directement sur le prélèvement. Et ça, c'est un avantage majeur quand on est dans un contexte de réanimation, quand on est dans un contexte d'infection grave. Tout à l'heure, le professeur Madani nous a donné un exemple où il fallait démarrer rapidement un traitement adapté. Et donc, les gènes de résistance, là aussi, on a besoin de les comprendre, on a besoin de les expliquer aux cliniciens. Et d'expliquer aux cliniciens que quand on va leur rendre quels sont les gènes de résistance qui sont recherchés et quel est l'impact thérapeutique et l'impact sur la décision thérapeutique. La BLSE, vous connaissez tous, quand on dit BLSE, c'est la bêta-lactamase à spectre étendu. C'est une enzyme qui confère chez les entérobactéries, chez les grammes négatifs, une résistance aux céphalosporines 3e et 4e génération. Et c'est une enzyme plasmidique, donc il faut isoler le patient pour prévenir également la dissémination. Donc, la CTXM, c'est la BLSE la plus fréquente dans notre contexte. Et donc, elle est recherchée sur ce panel. Et donc, sa présence signifie que
il y a une résistance au C3G, au C4G, c'est la souche qui a été identifiée. Professeur Medeni vous a parlé des carbapénémases de type NDM, OXA48, KPC, IMP et VIM. Ce sont des carbapénémases qui sont recherchés également sur ce panel. Et puis, il y a la résistance à la méthicilline chez le Staph aureus qui est également détectée sur ce panel. Donc, par rapport au gram positif, ce qui est recherché, ça concerne uniquement le Staph aureus. Donc la réponse que j'ai, est-ce que mon Staph aureus qui a été détecté, est-ce qu'il est sensible à la méthicilline ou est-ce qu'il est résistant à la méthicilline? Donc sur le plan thérapeutique, est-ce que je traite avec l'amoxicilline acide clave ou pas? C'est ça en fait qui est important pour les cliniciens. Est-ce que l'amoxicilline acide clave il est efficace ou alors si la résistance à la méthicilline est détectée, j'oublie l'amoxicilline acide clave, j'oublie les C1G et je dois aller vers des molécules à spectre plus large pour cibler le Staph aureus résistant à la méthicilline. Alors, il est important également de comprendre que ça reste une PCR. Elle ne détecte que des gènes de résistance, des marqueurs génétiques de la résistance pour certaines classes d'antibiotiques. On a vu les C3G, les C4G, les carbapénèmes, mais elle ne nous donnera jamais un antibiogramme complet. Donc, on a besoin de la culture pour avoir un antibiogramme complet qui va intéresser les autres classes d'antibiotiques qu'on pourrait éventuellement donner en alternative. Le résultat qui est obtenu doit être interprété conjointement avec les résultats de la culture pour déterminer la sensibilité de la résistance. Donc, ce n'est pas des tests qui vont remplacer les techniques bactériologiques standards, c'est des tests qui doivent être utilisés en complémentarité avec les techniques standards. On a toujours besoin de la culture, on a toujours besoin d'un antibiogramme complet. C'est des tests qui sont là pour nous aider à donner un résultat rapide au clinicien pour l'aider, en attendant la culture, en attendant un antibiogramme complet. Alors, si je vous donne par exemple cet exemple, vous avez sur ce prélèvement sur un prélèvement distal protégé, Klebsiella pneumoniae, isolé supérieur à 10 à la puissance 7, streptocoque pyogène à 10 à la puissance 6 et Haemophilus influenzae à 10 à la puissance 4. Alors, ce qui a été détecté comme gène de résistance, c'est la CTXM. Et on a dit qu'il dit CTXM, c'est une BLSE, donc j'ai une résistance au C3G, au C4G. Mais laquelle de ces bactéries produit la BLSE? Bien évidemment, ce n'est pas l'Haemophilus, ce n'est pas le streptopyogène, c'est notre fameuse Klebsiella qui produit cette BLSE. Et donc, je vois que mon patient, il fait une grippe A. Donc, c'était une grippe A avec une surinfection pulmonaire à ces 3 bactéries qui ont été détectées. Et donc, là, bien évidemment, en quoi ça pourrait être utile? Si mon patient, il est sous céphalosporine de 3e génération, et si mon clinicien, quand je l'appelle, il me dit le patient, il va bien, tout va bien, bon état clinique, bonne évolution clinique sous ces 3G, je fais quoi? Je lui dis, tu continues les C3G. Tant que le patient il s'améliore cliniquement sous C3G, je ne change absolument rien, je continue ma surveillance. Par contre, s'il me dit oui, il s'aggrave cliniquement, effectivement les C3G, j'allais changer d'antibiothérapie, là on comprend effectivement que c'est la Klebsiella qui est impliquée. Je suis devant très probablement cette souche de Klebsiella résistance aux céphalosporines de 3e génération, donc il faut changer de traitement. Le contexte clinique est très important. L'évolution clinique sous traitement initial est très importante pour décider de prendre en considération le résultat ou pas et d'incriminer les agents qui sont retrouvés. Et bien évidemment, ça aide énormément dans un contexte de gravité, dans un contexte de réanimation. Chez nos patients intubés, les réanimateurs, ils utilisent énormément ce test-là par rapport à leurs patients qui sont intubés ventilés, et ça permet d'orienter rapidement, bien évidemment, en corrélation avec le contexte clinique. Alors là, c'est par rapport à l'exemple qu'a donné tout à l'heure Stade Medani. Alors, Haemophilus influenzae. Sur un autre prélèvement, Haemophilus influenzae à 10 à la puissance 6 détecté et Enterobacter cloacae complexe détecté. Alors, quels sont les gènes de résistance? Donc, on a la CTXM, la BLSE, on a les NDM, on a les OXA48, on a le VIM. Ça fait beaucoup quand même. Et là, avec un para-influenza, là, je fais quoi? Est-ce que je peux interpréter ce prélèvement tout seul? Bien évidemment, non. Il a été réalisé chez un patient, je reviens au contexte clinique, je reviens à mon patient, qu'est-ce qu'il présente? Et le clinicien vous dit, un patient il est sous ce 3G, il évolue cliniquement bien sous ces 3G, je n'ai aucun problème, et la culture est positive uniquement à Haemophilus influenzae, et le patient il s'est amélioré sous céphalosporine 3e génération. Alors, un autre prélèvement où il y avait Moraxella catarrhalis et Staph aureus, pas de gène de résistance détecté. Quand on a dit ici le Staph aureus, il n'y a pas de gène de résistance détecté, ça veut dire que c'est un Staph aureus qui est sensible à la méthicilline. Le patient était sous antibiothérapie probabiliste, sous imipenem, amikacine. Est-ce que j'ai besoin, monsieur le réanimateur, de garder mon patient
sous imipenem amikacine. Surtout pas. Là, je peux faire une désescalade thérapeutique. Je n'ai pas besoin de garder l'antibiothérapie à spectre large, étant donné que c'est une pneumopathie précoce à Haemophilus influenzae, à Moraxella catarrhalis et le Staph aureus. Et donc ici, l'amoxicilline acide clave pourrait largement faire l'affaire. Donc l'impact sur la prise en charge thérapeutique pourrait se faire dans le sens de l'escalade thérapeutique, mais surtout, il faut essayer de la faire dans le sens de la désescalade thérapeutique. Si on veut gagner quelque chose sur le bon usage des antibiotiques, il faut que ça soit dans les deux sens. Alors, un des éléments très importants également à considérer, je l'ai dit au départ, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche dans cette PCR. C'est une recherche ciblée, c'est une recherche qui est ciblée par rapport aux agents inclus dans le panel. Et donc, quand j'utilise ces tests syndromiques, il faut que je sache qu'est-ce que je cherche dans ce panel. Alors, quels sont les germes recherchés? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on parle d'entérobactéries. C'est Escherichia coli, Serratia, Enterobacter et Klebsiella. Quels sont les autres entérobactéries ne sont pas recherchées. C'est pour ça qu'une PCR négative aussi n'élimine pas les autres bactéries non incluses dans le panel. Alors, et c'est pour ça qu'on a besoin de la culture, c'est pour ça qu'on a besoin d'un antibiogramme complet, parce qu'on n'a vu que des gènes de résistance qui sont détectés, mais l'antibiogramme complet va pouvoir m'orienter vers les alternatives thérapeutiques, vers ce que je peux donner en plus. Je peux isoler un acinetobactère, je peux par exemple décider de démarrer la colistine, mais c'est un acineto qui est sensible au Bactrim. C'est un acineto qui reste sensible à l'amicacine. Donc je pourrais récupérer des alternatives thérapeutiques en réalisant un antibiogramme complet. Alors, quand on a ce genre de test, il y a un minimum de choses, d'informations qu'il faut maîtriser. Parce que la PCR vous sort l'identification et vous sort les gènes de résistance. Mais l'identification va vous donner un élément très important. Lequel ? C'est les résistances naturelles. Le fait d'avoir une identification, ça me permet déjà d'écarter certains antibiotiques auxquels la bactérie résiste naturellement. Vous savez que quand on dit entérobactéries, il y a des résistances naturelles qui sont communes à toutes les entérobactéries. Et bien évidemment, il y a des résistances naturelles propres à chaque espèce. Quand on parle d'Escherichia coli, parce qu'elle est recherchée dans le panel, elle fait partie du groupe 1 et elle produit une céphalosporinase, mais on peut, si on trouve que l'amoxicilline est sensible, on peut rendre sensible sur l'antibiogramme. La Klebsiella, elle fait partie du groupe 2. C'est un groupe qui produit naturellement une pénicillinase de bas niveau, et donc il y a une résistance naturelle à l'amoxicilline, à la ticarcilline, à la piperacilline. L'Enterobacter et Serratia font partie du groupe 3. Et donc, ils résistent naturellement à l'amoxicilline, céphalosporine de première génération et l'amoxicilline acide clave. Donc, mon patient, il est sous amoxicilline acide clave, je retrouve un entérobactère cloaqué, déjà, j'écarte ce traitement parce que la bactérie résiste naturellement à l'amoxicilline acide clave. Donc, il est très important aussi de raisonner par rapport aux résistances naturelles. Alors, les résistances acquises, par contre, c'est ce qui complique la prise en charge thérapeutique de nos patients. Et quand on parle des entérobactéries, il y a plusieurs mécanismes de résistance qui sont impliqués, allant de l'imperméabilité, modification de la cible, les flux, mais c'est principalement les fameuses enzymes, c'est les bêta-lactamases qui sont les plus fréquemment impliquées. Il y a la fameuse BLSE qui donne la résistance au C3G, au C4G. Il y a la céphalosporinase de haut niveau qui touche également les céphalosporines troisième génération. Et nous avons les fameuses carbapénémases qui hydrolysent les carbapénèmes. Alors, quand on est devant une résistance au C3G chez une entérobactérie, il y a un élément important à considérer. Cette résistance au C3G, généralement, elle peut être soit due à une production d'une BLSE, le fameux bouchon de champagne, soit à une hyperproduction de la céphalosporinase. Et donc, pourquoi c'est important de faire la part entre les deux? Parce que sur le plan thérapeutique, quand c'est une BLSE, les C3G, les C4G sont grillés. Quand c'est une céphalosporinase de haut niveau, qu'est-ce que je peux récupérer? Je peux récupérer les céphalosporines de quatrième génération. Et dans ce cas-là, le traitement de choix des infections à entérobactéries de groupe 3, ce sont les céphalosporines de quatrième génération. Et bien évidemment, en priorité, on les priorise par rapport aux carbapénèmes. Alors, les fameuses carbapénémases ont été déjà soulevées. Donc, la BLSE, ce qu'on recherche sur le panel, c'est la CTXM, qui est la plus fréquente dans notre contexte. Les carbapénémases qu'on recherche sur le panel, c'est les NDM, les IMP, les VIM.
et bien évidemment les oxa-48, mais il est très important de comprendre que ce sont des carbapénémases un peu plus fréquentes chez les entérobactéries par rapport aux autres grammes négatifs. Quels sont les autres grammes négatifs qu'on cherche? Il y a le Pseudomonas aeruginosa et il y a la Cinetobacter baumannii. Mais ce n'est pas vraiment les carbapénémases les plus fréquentes chez ces deux grammes négatifs non fermentaires. Pourquoi? Parce que chez la Cinetobacter, il y a des oxacillinases spécifiques qui vont être responsables de la résistance au carbapénème. Pareil chez le pseudo, c'est vrai, il y a Elvim, mais il y a d'autres également carbapénémases beaucoup plus fréquentes aussi chez le Pseudomonas aeruginosa. Et donc le fait d'avoir un résultat détecté de Pseudomonas aeruginosa ou d'Acinetobacter baumannii sans gène de résistance détecté ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gène de résistance. Tout simplement, c'est que ça n'a pas été recherché sur le panel. Donc, c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Quand je prends le Pseudomonas aeruginosa, déjà l'identification va vous permettre d'identifier les résistances naturelles et donc d'écarter tous les antibiotiques auxquels la bactérie résiste naturellement. Et puis, bien évidemment, par rapport aux résistances acquises, on se pose la question, quel type de résistance acquise est recherché sur le panel? Alors, quand vous avez une infection apiocyanique, quel est votre traitement de choix? C'est la ceftazidime. La tazocilline aussi, pipéracilline, tazobactam. Donc, quand on a une suspicion d'infection à pseudo, on traite avec la ceftazidime. Il faut savoir qu'un des mécanismes également de la résistance acquise chez les pseudo, c'est la céphalosporinase de haut niveau qui va toucher la ceftazidime. Et donc, ce mécanisme-là n'est pas recherché dans le panel. C'est pour ça que quand j'ai un pseudomonas sans gène de résistance détecté, je ne peux pas savoir s'il est sensible à la ceftazidine ou s'il est résistant à la cefta, pour la simple raison que c'est un mécanisme qui n'est pas inclus dans le panel. Un autre mécanisme également très fréquent chez le Pseudomonas aeruginosa, c'est l'imperméabilité sélective à l'imipenem. Là aussi, j'ai l'imipenem qui est résistant, j'ai ma ceftazidine qui garde sa sensibilité, mais ce mécanisme de résistance n'est pas non plus inclus dans le panel. Donc, quand j'ai un pseudo, je ne peux pas savoir s'il résiste d'une façon spécifique à l'imipenem ou pas. Alors, un autre mécanisme, et des fois, on est face à des souches de pyocyaniques multirésistantes. Et on a des profils sur l'antibiogramme de souches multirésistantes qui sont très probablement, il y a beaucoup de mécanismes qui sont impliqués chez le pyocyanique, de l'efflux, de l'imperméabilité, mais il y a aussi les carbapénémases. Parmi les carbapénémases produites chez le pseudo, on retrouve la fameuse VIM, l'IMP, les NDM, mais il y a d'autres carbapénémases. Et là aussi, le fait d'avoir un Pseudomonas aeruginosa sans gène de résistance détecté ne signifie pas que mon pseudo, il est sensible. Alors, il y a une chose qui peut aider, on sait qu'on n'a pas un taux de résistance très très élevé de nos pyocyaniques à la ceftazidine par rapport à la plupart des centres, et donc éventuellement je peux quand même démarrer la ceftazidine en attendant le résultat de la culture pour réajuster rapidement si besoin. Voilà. Alors, par rapport à la Cinetobacter baumannii ne pose pas beaucoup de problèmes parce qu'on sait déjà qu'il va être, ne serait-ce que l'identification, on sait qu'il sera multirésistant. Quand j'ai un acinito, vous démarrez là, la colistine, il n'y a pas de mystère. Il a des résistances naturelles, il a des résistances acquises, et puis le panel n'est pas du tout adapté à la détection des résistances chez la Cinetobacter baumannii, puisque les oxacillinases ne sont pas recherchées, il y a de l'imperméabilité, il y a beaucoup de choses aussi qui sont associées chez la Cineto, et donc retrouver un acinito sans gène de résistance, ça signifie absolument rien. Alors, par rapport au Staph aureus, l'information capitale que nous donne la PCR, pneumonie, c'est est-ce qu'il est résistant à la méticilline, est-ce qu'il est sensible à la méticilline. Et ça, c'est une information capitale. Pourquoi? Parce que déjà par rapport au traitement, je suis orientée et je peux orienter mon clinicien. Il traite par les C1G, par l'amoxicilline acide clave, ou alors il faut passer à la vancomycine. Alors, donc, finalement, il est très important, parce que c'est parmi les panels les plus difficiles à interpréter, de bien comprendre quelles sont les cibles qui sont recherchées, quels sont les gènes de résistance qui sont recherchés, pour pouvoir aider le clinicien à interpréter correctement. Tout à l'heure, Saad Medani l'a dit, quelqu'un l'a appelé pour interpréter. C'est souvent le cas, parce qu'on se trouve avec des résultats, et on a besoin de communiquer, de corréler ça au contexte clinique, pour pouvoir retenir ou pas l'implication des agents pathogènes qu'on va détecter. Donc, il y a des avantages, notamment en rapport avec le fait qu'on est face à un test qui nous permet un large diagnostic étiologique, 17 bactéries, 9 virus, donc c'est très important. Il est adapté au contexte communautaire, mais aussi
au contexte nosocomial, donc ça aide beaucoup dans le choix et dans le réajustement de l'antibiothérapie. Les tests sont semi-quantitatifs pour les bactéries, donc en cas de co-infection, ça peut un petit peu aider pour trancher. Et puis surtout, ça détecte les gènes de résistance directement sur le prélèvement, ce qui peut être parfois très important pour notre patient. Les limites sont en rapport avec les difficultés d'interprétation des co-infections, les bactéries qui sont à la fois commensales, mais aussi potentiellement pathogènes. Tout résultat positif doit être interprété avec le contexte clinique. Ça peut être une colonisation, comme ça peut être une véritable infection. Et puis, toujours insister sur le fait de la qualité du prélèvement dépendra de la qualité du résultat. Même si on a l'impression qu'on fait des PDP, on fait des aspirations bronchiques, mais c'est des fois, très souvent, c'est des prélèvements de très mauvaise qualité et ça retentit sur la qualité du résultat forcément et sur ce qu'on va répondre aux cliniciens. Alors, pour illustrer éventuellement cette particularité d'interprétation de ce panel pneumonier, 26 ans, crise d'éclampsie, extraction fœtale, intubée, ventilée, sédatée. Elle présente des sécrétions purulentes avec un bilan infectieux positif, un foyer basal droit, traité par l'amoxicilline acide clave. C'est l'arrêt à maternité. Ils ont décidé de démarrer l'amoxicilline acide clave, mais de faire une PCR tout de suite pour se rassurer par rapport à cette antibiothérapie. Et donc, la PCR, donc il est très important quand on travaille avec ce panel, de poser l'indication de la PCR. Pourquoi je la demande? Dans quel contexte? Dans quel objectif? Si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas interpréter le résultat. Faire la part entre est-ce que c'est le panel haut, est-ce que c'est le panel bas? Est-ce que c'est généralement, on a dit le panel bas, c'est les milieux de réanimation. Et donc, la PCR, elle revient positive à Haemophilus influenzae avec un Staph aureus, pas de gène résistant détecté. Donc, est-ce que je garde l'amoxicilline acide clave? Ben oui, je le garde. Pourquoi? Parce que mon staph, il est sensible à la méticilline et éventuellement l'Haemophilus également, il reste sensible à l'amoxicilline et à l'acide clavinanique. Et puis, il faut suivre la culture et voir qu'est-ce qui va pousser en culture. Et c'était un Staph aureus sensible à la méticilline. Et donc, la patiente c'est-à-dire l'antibiothérapie a été maintenue par l'amoxicilline acide clavulanique. Alors, un autre cas de 66 ans, exacerbation de PID. Bilan infectieux positif, aspect envers dépoli, traité par la ceftriaxone. La patiente HJ2 elle est en échec thérapeutique. On fait quoi? On pose l'indication de la PCR devant l'échec thérapeutique. La PCR revient positive à grippe A et Pseudomonas aeruginosa. Déjà, du moment que c'est un pseudo, la ceftriaxone n'est pas adaptée. C'est une résistance naturelle. Donc la patiente a été mise sous ceftazidime et la culture elle a confirmé. Alors, une toxidermie médicamenteuse, détresse respiratoire fébrile, syndrome interstitiel, traitement démarré par la piperacilline tazobactam, aggravation clinique, choc septique sous piperacilline tazobactam. La PCR respiratoire a été faite. Qu'est-ce qu'elle retrouve? La Cinetobacter baumannii, Klebsiella, Haemophilus, Staph aureus, Moraxella, pas de gène de résistance détecté. Je vous ai dit que c'est très important de poser l'indication. Si on ne sait pas pourquoi on fait la PCR, on ne saura pas interpréter. Ce n'est pas un test qui doit être fait systématiquement. C'est un test qui doit être fait parce qu'il répond aux besoins du clinicien, soit par rapport à le besoin de documenter rapidement l'infection et s'assurer de son antibiothérapie initialement, ou alors réajuster devant un échec thérapeutique. Ici, qu'est-ce qui risque de nous poser problème et d'échapper à la piperacilline tazobactam? Ce n'est pas Moraxella, ce n'est pas le Staph aureus puisqu'il est sensible à la méticilline, ce n'est pas l'Haemophilus, ce n'est pas la Klebsiella puisque pas de BLSE détecté a priori, et donc c'est la Cinetobacter baumannii. La colistine a été démarrée et la culture a retrouvé un Cinetobacter baumannii multirésistant. Alors, je pense, on me dit d'arrêter un dernier cas et je fais la conclusion. Alors, 64 ans, post-opératoire d'une hernie étranglée, détresse respiratoire fébrile, bilan infectieux positif, micronodule au scanner. On démarre le traitement par tazocilline amikacine. La patiente ne s'améliore pas. Elle fait un choc septique à point de départ pulmonaire, traité par l'imipenem amikacine. La PCR a été faite sur l'aspiration bronchique. Elle revient négative. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? Ça n'élimine absolument pas. C'est vrai qu'on est dans la flore respiratoire, mais la PCR, elle revient négative. L'antibiothérapie a été maintenue en attendant le résultat de la culture. Et la culture revient positive à Stenotrophomonas maltophilia, sensible aux bactrim et qui résiste naturellement à l'imipenem. C'est une bactérie qui n'est pas inclue dans le panel pneumonier. D'accord? Donc il faut faire attention par rapport à la corrélation. Donc je passe et je conclus par dire que
Alors, je conclus par dire que cette approche syndromique, on peut l'utiliser comme un outil de prise en charge précoce et adapté pour nos patients graves. Que ça peut nous aider, ça peut être un vrai outil d'optimisation rapide de l'antibiothérapie à condition de raisonner derrière, à condition de connaître les limites, à condition de connaître et maîtriser les agents pathogènes recherchés. Il y a des multiples pathogènes non couverts par les tests, il y a des pathologies inflammatoires non infectieuses, il y a des diagnostics différentiels auxquels il faut penser, qu'il faut éliminer. Il y a des faux positifs qu'il faut prendre en considération. Donc, le message à passer à travers cette présentation et celle de professeur El-Medani, c'est une collaboration clinico-biologique. Il faut vraiment insister sur la concertation clinico-biologique pour essayer d'optimiser, d'utiliser ces tests syndromiques au mieux pour nos patients, pour une meilleure optimisation de l'antibiothérapie. Et je vous remercie pour votre attention.